Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette FAQ. La FAQ de l'année, je crois que je vais maintenant fonctionner comme ça. Une FAQ par an, une grosse FAQ. Donc vous m'avez posé plein de questions, je vous remercie de me suivre aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait très plaisir, je continue dans ma lancée avec une année 2015 qui proposera beaucoup de choses. Dans la prochaine partie de la FAQ, vous aurez un aperçu de 2015 en termes de films. Alors ce sera un truc un petit peu rapide, un petit peu basique. Mais voilà, je vous parlerai de plein de films en début de vidéo. Là, je vais commencer avec un petit préambule, mais un truc qui m'a un petit peu agacé. Alors c'est un petit agacement, mais quand même. Pourquoi les gens m'appellent Cinefiles? Ça, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et pourtant, je mets mon nom à chaque fin de vidéo, bordel de Dieu. Je pense que les gens, quand ils m'envoient des messages, des choses comme ça, ils m'appellent Cinefiles parce qu'ils sont habitués à un présentateur télé. Alors que mon nom, c'est Valérian. Et vous êtes dans Cinefiles. C'est-à-dire dans l'émission. Parce que si vous me considérez comme Cinefiles et que je vous dis bienvenue dans Cinefiles, ça veut dire que vous allez en moi. Et tout d'un coup, ça devient scabot et dégueulasse. Donc non, je m'appelle pas Cinefiles, je m'appelle Valérian et vous êtes dans une émission qui s'appelle Cinefiles et qui va regrouper plein de petits sujets comme des critiques, des analyses, des lectures de textes, et il faudrait que j'en refasse des choses comme ça. Ne soyez pas habitués à cette idée du présentateur télé dans chaque chaîne sur laquelle vous êtes et sur laquelle vous vous êtes abonné. Il y a plein de gens qui donnent leur nom de présentateur au nom de la chaîne, comme, je vais prendre n'importe quoi, mais Cyprien, Squeezie, Le Fossoyeur, In The Panda, des trucs comme ça, et il y en a d'autres qui choisissent un nom bien défini et leur nom à eux, voire même un pseudonyme, comme What The Cut, voilà, c'est le nom d'une émission, et il y a un autre personnage qui est à côté et qui fait cette émission et dont le nom n'est pas forcément lié. Je parle en termes de présentation, donc bien sûr quand on dit le cinéma de Durandal, c'est Durandal qui le présente, donc le lien se fait rapidement. Mais bien sûr, en plus de quelqu'un qui est un être identifiable, c'est aussi quelqu'un qui va animer et ce sera le seul animateur sur toute la chaîne. Donc moi déjà je ne suis pas identifiable puisque vous ne me voyez pas, vous m'entendez. Je considère qu'en me mettant peu en avant, vous serez plus intéressé par le contenu que je propose. Parce que il faut dire aussi que pour toutes ces chaînes où les animateurs sont très présents, les présentateurs, télé, faut dire ce qui est, faut vraiment dire ce qui est, c'est souvent des mises en valeur d'eux-mêmes. Je suis pas en train de dire qu'ils sont en train de se mettre en valeur leur ego à fond et tout ça, mais qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? On les voit eux, et des fois beaucoup, alors que le contenu a tendance à se disperser. Je vais recentrer un petit peu sur la critique de film. Ça me désole. C'est pour ça que finalement, ce qui était au départ une contrainte technique, devient plutôt une sorte d'avantage pour moi, c'est que vous n'êtes pas forcément lié à un personnage physiquement présent dans la vidéo. Vous pouvez garder cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à écouter seulement cette FAQ, à pas le regarder, parce qu'il n'y aura que des screenshots, ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, faites autre chose en écoutant ma voix, j'espère que vous pourrez le faire, parce que je ne pourrais pas moi-même regarder devant mon écran 50 minutes de FAQ, c'est pas possible. Donc moi je l'écoute souvent quand ça arrive sur d'autres chaînes, je l'écoute en fond, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Mais en ce qui me concerne, pour revenir, la vidéo, j'en ai pas besoin. Justement, ça me permet un peu de prendre des distances et de pas faire en sorte que les gens viennent pour moi, viennent avant tout pour un contenu, c'est ma priorité. Je ne veux pas que les gens soient accros à ma présence. C'est dégueulasse. Et surtout, l'objet de la chaîne, c'est parler de cinéma. Ce n'est pas me mettre en avant, ce n'est pas le but du tout. Je me mets en avant à travers mes goûts, mes choix de films, qui sont quand même assez divers. Vous l'avez sûrement remarqué. Je ne veux pas que la chaîne soit trop liée à moi, qu'elle puisse être d'abord sur le cinéma avant d'être construite par quelqu'un derrière. C'est pour ça que je reste discret et que je suis pas en train de faire des trucs de tous les côtés pour me mettre en avant. Mettre en avant mes réflexions et ce que je fais, le travail, oui, avec plaisir. Et c'est pour ça que moi je suis pas du tout réfractaire à des opportunités qui seraient, je sais pas moi, sur Allociné ou des trucs comme ça. Au contraire, je suis là pour parler de cinéma.
Ne pensez pas forcément que oui, que je suis politisé, que je dois rester sur YouTube parce que je sais trop quoi, ou d'autres choses de ce genre. Non, 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 je fais avant tout un travail pour faire la promotion du 7e art. Et je ne suis pas là pour faire de la clownerie. Même si des fois dans mon commentaire audio, vous sentez que je me marre bien. Je suis pas là pour faire de l'humour, conneries, là, comme des fois je vois, là... mêler trop de choses en fait. Là je me permets cet aparté avant de commencer les questions, mais c'est que c'est important pour moi que vous l'entendiez, hein. Même si je l'ai dit plusieurs fois. Je ne suis pas là pour vous entertainer. Je parle des films et on peut en rire, mais je ne suis pas là pour faire de la mise en scène de mon ego, quoi. Ce qui est le cas dans d'autres chaînes. Et je trouve que c'est un peu méchant ce que je dis, j'en suis conscient, mais je trouve ça tellement dommage. On perd le fil. C'est-à-dire que l'humour devient... Enfin l'humour, pas forcément, mais souvent ça se fait avec humour. L'humour devient plus important que le travail d'analyse et le travail de présentation de films. Mais je pense par exemple à In the Panda, qui parle de films très méconnus. Mais il le fait avec toute une scénarisation très importante et tout ça. Et moi, je me fais chier dans ces vidéos, parce que moi, je veux voir du contenu, je veux entendre quelqu'un parler du film. Et je m'en fous d'une prise d'otage de merde, j'en ai rien à foutre. Alors bien sûr, lui, il a envie de faire du court-métrage, alors ça lui fait très plaisir, ça lui fait de la technique et tout ça, et il doit aimer beaucoup ça. Et en plus, ça lui fait rencontrer le Fossoyeur, avec qui il a un petit rôle et tout ça, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais pour ce que je recherche, personnellement, c'est-à-dire... et de la réflexion sur des films, en plus des films que je connais pas, ce qui est formidable, ça se disperse trop. Voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pas en finir. Je suis déjà démoralisé avant même de commencer les questions. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était le moment blasé. Voilà, je vais commencer toute cette flopée de questions. Stéphane Meta TV, par rapport à mon travail d'analyse et surtout sur le but de la mise en scène, il ne comprend pas pourquoi le réalisateur nous suggère par la mise en scène ce qui va arriver par la suite. En faisant cela, il désamorce le suspense et les effets de surprise, et il me demande si ce n'est pas contre-productif. En principe, oui, par rapport à l'effet de surprise, mais il peut jouer sur le fait de prendre à contre-courant le spectateur, en préparant une surprise qui n'est pas là, et qui apparaît plus tard. Mais en montrant ce qui va arriver par la suite, le spectateur a une information que le personnage n'a pas, et donc le spectateur en sait plus que le personnage principal. Un cas typique, il y a quelqu'un qui est dans un avion, il y a une autre personne qui est un tueur, et on sait que dans le film c'est un super tueur, vraiment le mec super méchant et tout ça. Il y a le gentil qui se cache dans les WC. Et il y a le tueur qui s'approche des WC. Mais sachant qu'on sait que le gentil il est dans les WC, il y a quelque chose qui commence à se déclencher. Parce qu'on sait des informations qui vont arriver. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là que tu voulais réagir, justement. On nous donne des informations supplémentaires par rapport au personnage dans le film. Et donc, avec ce méchant qui s'approche des WC, on a peur pour le héros principal. Parce qu'on sait que le méchant est super dangereux. Et que le gentil, il n'a pas les capacités pour se sauver. Donc, il y a un suspense qui se déclenche. Et Hitchcock le disait très bien, quoi. Il faut que le personnage principal en sache moins que le spectateur. Comme ça, le spectateur, non seulement il suit l'histoire, il sait un peu ce qui se passe, mais en même temps, il peut s'en faire. Parce qu'il dit « Non, ne va pas là !» Voilà, ça fait son office. Après, c'est un type de suspense. Ça veut pas dire que c'est l'unique cas et que c'est l'unique règle. C'est un type, c'est quelque chose qui a bien cerné et travaillé Hitchcock, mais il y a aussi des choses où on ne sait pas du tout... qui fait quoi, et on a les mêmes informations que le personnage principal. Je pense par exemple typiquement au film Non-Stop avec Liam Neeson qui est coincé dans un avion et il doit trouver un tueur, mais on ne sait pas qui c'est. Et ce film marche super bien parce qu'on a pratiquement les mêmes informations que lui. Le suspense, c'est quand on sait ce qui va se passer, enfin qu'on a des idées, on a des hypothèses, et la tension, c'est souvent quand on ne sait pas exactement, il y a quelque chose de diffus et on n'a pas toutes les pistes encore. Donc on ne sait pas quand ça va arriver. Voilà, donc il y a un effet de surprise. Alors prochaine question, une question de Showfist. Que penses-tu du réalisateur Peter Walkins ? J'ai pas vu grand chose.
Je crois que j'ai vu La Bombe. Je sais que c'est un réalisateur assez réputé. Si je devais faire quelque chose, ce serait plus sur La Bombe. Punishment Park, ça m'intéresse pas tellement. C'est pour ça que je l'ai pas encore vu. Hein. Mais je sais que c'est un bon film. Hein. Et je peux pas dire grand chose de plus sur Peter Watkins. Je ne connais pas assez. Ensuite, question suivante de Canon Gemini. J'aimerais ton opinion à propos de la suite de Man of Steel. Que penses-tu du casting et des principaux acteurs? Il y a énormément d'acteurs dans ce film. Le film va coûter une blinde. Les acteurs vont pomper le fric du film. Ça va devenir un film ultra cher. Le Man of Steel prochain, là, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai un petit peu peur qu'il y ait trop de monde. Le film va faire 3h30 en salle de montage. Et il va être coupé pour faire 2h30. Et après, ça va être de la merde. Non, mais ça va être ça. Ça va être ça typique. Snyder, il aura filmé des tonnes de choses. Il aura fait un film assez bon. Et les mecs, ils vont trancher dans l'art. Et après, ça va devenir un film estropié. Parce qu'il y a trop de personnes. Il faut présenter trop de personnes. Et après, voilà, ça va être typiquement le cas. Il y aura des gens survolés psychologiquement. Et on y va à la grosse ficelle, au cliché, et voilà, c'est complètement... Voilà, non mais ça va être ça. Ça va être ça, le prochain Man of Steel. Non mais voilà, mais c'est les mecs qui veulent trop faire, parce qu'il faut faire trop vite, parce qu'il y a la concurrence, et voilà, et ça casse tout. Et ça fait chier, quoi. Ben Affleck. Je trouve qu'avec les photos qui sont passées, le costume et la Batmobile, je suis un petit peu rassuré, un petit peu. La Batmobile, ça ressemble plus à un tank, mais plutôt confiant. Je pense que Ben Affleck arrivera à faire un Bruce Wayne différent. Un personnage qui peut être intéressant et qui peut refléter l'homme mûr, mature et bien sûr aussi un homme d'action. Ensuite, une question de Ken Arius. Est-ce que les réalisateurs prennent souvent des libertés avec les scénarios qu'ils reçoivent? Alors encore une fois, est-ce que tu parles des réalisateurs français ou des réalisateurs américains? En Amérique, c'est un producteur qui a un scénario d'un scénariste et qui cherche un réalisateur et le réalisateur, mis à part s'il s'est entretenu avec le scénariste, mais généralement c'est le mec. Il a un scénario devant lui, il doit faire quelque chose. Après, des libertés... N'oublie pas qu'il y a le scénario, il y a l'histoire avec les personnages et tout ça, mais il y a aussi le storytelling, c'est-à-dire comment le réalisateur va mettre en scène la séquence, donc ça peut complètement changer. Il y a aussi des choix qui ont été faits par rapport au premier script, qui sont pour l'amélioration, bien sûr aussi des choix de montage, donc il y a aussi des choses qui changent de façon importante. Par exemple, la fin de Seven, sans trop spoiler, les morts ne sont pas celles qu'il y a dans le film. Je parle là du scénario. Donc on peut quand même changer pas mal de choses. Après ça dépend des productions, ça dépend de l'argent qu'il y a dans le film, ça dépend de beaucoup de paramètres, hein, mais souvent bien sûr quand ce sont des réalisateurs qui sont cotés, s'ils veulent jeter un coup d'œil sur le scénario, et surtout s'ils ont coproduit le film, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Alors que les réalisateurs là qui sont là pour faire un peu les yes man, ils ont pas trop le choix, à part s'ils sont puissants, ils peuvent pas faire grand chose avec le scénario. Bien sûr ils peuvent écrire leur propre scénario, et là on en revient un petit peu à ce qui se passe en France. Il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui écrivent leurs scénarios, qui sont très liés aux scénaristes avec qui ils vont beaucoup parler. Ce n'est pas comme en Amérique où c'est quand même plus détaché. En France, généralement, on parle justement de réalisateur-auteur, c'est-à-dire un réalisateur qui écrit son scénario. Après, bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels, hein, il y a des exceptions bien entendu, mais généralement, le réalisateur écrit son propre scénario, qu'il va après filmer. Et donc, il n'a pas vraiment de recul sur ce qu'il vient d'écrire. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des script doctoring, c'est-à-dire des docteurs de scénario, des gens qui ont fait des études des scénarios et qui vont mettre à mal ces scénarios pour faire apparaître aux réalisateurs et aux producteurs des failles qu'il faut combler, qu'il faut guérir. Alors, moi, je connais une script doctor qui était très très mauvaise. Déjà, c'était une mauvaise réalisatrice et en plus, c'était une mauvaise scénariste. Donc, voilà. Il faut un peu se méfier de ces gens-là. Il faut savoir ce qu'ils ont fait avant. Mais voilà, le script doctoring, ça existe et pas qu'en France. C'est une pratique qui est bien utile et donc ça donne aussi du boulot à des scénaristes. Voilà, il y a le scénario, on peut prendre des libertés avec, mais bien sûr, plus l'argent coule à flot dans la production et moins on va laisser comme ça le scénario partir en vrille, être modifié de façon profonde.
Bien sûr, quand tu dis les réalisateurs prennent souvent des libertés, c'est aussi les producteurs, parce que si dans le scénario il y a marqué, je sais pas, il y a un embouteillage avec 25 voitures, le producteur il va dire si on pouvait le faire avec 12, ce serait cool. Parce que voilà, des fois les scénaristes ils vont pas avec le dos de la cuillère et le producteur il peut pas faire ce qu'il y a marqué dans le scénario, parce que ça coûte de l'argent. On peut prendre des libertés, mais tout simplement si on en a le droit. Et si on en a le pouvoir, c'est plus ça, que si on en a le pouvoir, les réalisateurs peuvent prendre des libertés. Je vais maintenant répondre aux nombreuses questions de Luc Nagasaki, qui me pose plein de questions intéressantes, je vais y répondre. Le cinéma asiatique peut-il devenir une alternative commerciale et artistique au cinéma hollywoodien? Alors je suis absolument d'accord avec cette interrogation, c'est pour moi une alternative. Ils ont des blockbusters, des films d'auteur, c'est un système hollywoodien mais chinois tout simplement. Moi je pense à des gros blockbusters du style Red Cliff de John Woo, ou les films de Tsui Hark, où nous avons eu le deuxième volet de Detective D, qui était un super film d'action avec du fantastique et un truc complètement épique qui se passe à la fin. Donc je pense que les pays asiatiques ont vraiment un potentiel pour rivaliser avec les Américains. Le problème, c'est que les Américains, il n'y a pas que les films, ils ont aussi une machine commerciale et de marketing qui est extrêmement puissante et qui écrase totalement toute la concurrence qu'on peut leur faire sur ce terrain-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Chinois ont dû boycotter Avatar, mais vraiment boycotter, le gouvernement a boycotté le film pour que leur blockbuster sur Confucius puisse se développer un petit peu et rapporter de l'argent. Donc c'est des choses assez extrêmes qu'on voit des fois là-bas. Bien sûr, il y a eu quelques ponts et des choses assez extraordinaires qui se sont passées, comme récemment, Michael Bay tourne à Hong Kong, je crois que c'était à Hong Kong, voilà, son Transformers 4, ce qui est quelque chose de assez génial, parce que c'est une ouverture des Chinois pour l'Amérique, et ça, c'est pour eux, les Américains, c'est une aubaine. Non seulement ça permettra de faire des projets communs, ça c'est formidable, de faire aussi des partenariats en effets spéciaux, en promotion, en acteurs. Donc voilà, il y avait aussi d'ailleurs Iron Man 3, je crois qu'il avait fait quelques scènes inédites pour les spectateurs chinois. Et ça c'est incroyable quoi. Ça veut dire qu'il y a des films entre les pays, c'est pas les mêmes films. Ah ça je trouve ça excellent. Donc il y a du potentiel, je pense pas qu'il faut voir une alternative à la méchante machine, n'est-ce pas, américaine, mais pour voir vraiment quelque chose de différent et quelque chose qui va peut-être après travailler main dans la main avec Hollywood, et ça je le souhaite vraiment, et pas que ça devienne voilà des ennemis à abattre. Ouais, il faut abattre l'industrie chinoise, ou ouais, il faut abattre l'industrie hollywoodienne. Non, on est vraiment dans le cadre d'une entente et d'une collaboration. Je préfère plutôt voir ça comme ça, mais en termes juste comme ça pour le spectateur, c'est une alternative intéressante. Mais encore une fois, les exportateurs et les diffuseurs français ils ne suivent pas, hein. Le Detective D, il a été dans quelques salles et puis basta, et après on le retrouvera direct tout DVD, hein, ou direct tout Blu-ray, parce que le film il est très beau. Non mais c'est voilà, alors qu'est-ce que vous voulez faire avec des Français complètement frileux quoi. Alors les trucs avec Sophie Marceau qui se fait prendre par derrière par Patrick Bruel, là il y a pas de problème, hein. Mais quand il s'agit de parler un peu de films asiatiques, alors là non, il y a plus personne, hein. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, ta deuxième question, la nouvelle vague française est-elle le poids qui empêche le cinéma français d'avancer dans des registres différents? On n'a jamais vraiment été particulièrement bon dans d'autres registres. On a plein de films d'horreur, on a plein de films policiers, beaucoup, on a surtout beaucoup de séries. Et bon, si ce n'est après que singer les Américains, je trouve que c'est pas très utile, hein. Et les films d'horreur ou les films un peu bizarres, ça, c'est des gens qui font ça dans l'ombre et dans la marginalité. Je pense à Gaspard Noé, je pense à Dupontel qui fait des films assez spéciaux quand même, mais qui sont bien, hein, qui sont excellents, et ceux de Dupontel, mais qui sont un peu spéciaux. Bien sûr, c'est la faute de la nouvelle vague si aujourd'hui il y a aussi un pan du cinéma qui traîne des pieds et qui est comme par hasard le plus mis en avant. Ça oui, éventuellement. Mais aujourd'hui il y a un problème, parce qu'il y a un problème avec les acteurs, et il y a aussi un problème parce que la télé finance énormément. Et le problème, c'est que la télé, il y a aussi une tendance à uniformiser un peu la façon dont les choses sont faites.
et ça c'est un petit peu gênant en termes de forme. Je parle juste là en termes de forme. La nouvelle vague s'est effacée, puisque dans les années 80 on a eu l'inverse total. La nouvelle vague a été court-circuitée, quoique il y a quand même quelques ressemblances, mais c'est plutôt limité à mon sens. Je n'ai pas creusé la question bien sûr, je dis ça comme ça à la volée. Et après il y a eu un espèce de mélange à mon goût dans les années 90 et 2000. Il y a eu un mélange qui est plus ou moins intéressant. Moi je m'ennuie beaucoup dans le cinéma français actuel, j'essaie de voir quand même quelques trucs, mais bon, souvent c'est des histoires, une semaine après je me rappelle plus de ce que c'est, ni même de comment c'est fait, ça c'est aussi un peu dommage. Le poids c'est quand même allégé depuis le temps quand même, à mon sens, après je ne pose pas forcément tout le temps ces questions-là, donc mon avis est bref. Ensuite, que penses-tu des rares films d'horreur français comme Frontières ou La Horde? La Horde, je me suis fait chier, c'était nul. Pour moi, c'était vraiment nul. Je suis pas du tout amusé, si c'était le but de Dahan, et je trouvais que c'était pas un bon film de zombies. Non, je fais pas trop film d'horreur français. Je trouve ok, sympa, bon, sans plus. Il y a des films qui m'ont un petit peu gêné, mais c'était plus de la gêne physique. L'intérieur m'avait gêné parce que, je ressentais une fragilité physique pour l'actrice et donc je le ressentais physiquement. Et ça veut dire que le film marchait bien, mais c'était vraiment parce que ils y allaient pas avec le dos de la cuillère, avec la femme qui veut couper l'autre en deux pour récupérer le bébé, quoi. Donc c'est assez horrible. Mais voilà, c'est des films quand même assez durs et ça, bien sûr, ça fait de l'effet parce qu'ils y vont tellement fort. C'est comme Martyr. Après, il y a des formes, voilà, ils prennent la caméra portée, alors qu'il y a peut-être des moments où il faut pas le faire. Enfin bon, voilà. On n'est pas des spécialistes, mais des fois, ça peut attirer, ça peut être intéressant par moments, et c'est pour ça aussi qu'aux États-Unis, ils adorent les films français, d'horreur, et ça se vend comme des petits pains là-bas, en direct ou vidéo, Donc il y a quand même un petit prestige, mais en France, on n'a jamais été des gros consommateurs de films d'horreur. C'est peut-être par vidéo, mais en termes juste d'entrée de cinéma, ça a été souvent des petites entrées. Moi, je ne cherche pas de toute façon les films d'horreur. Pour me resituer par rapport à la question, que penses-tu d'eux ? J'ai jamais été trop film d'horreur, donc pour moi le cinéma d'horreur français c'est pas le meilleur en termes d'horreur. Et bon, il essaye de se faire une place à l'étranger, c'est pas mal. Il y a peut-être 2-3 moments dans certains films qui sont intéressants, mais bon, moi je m'ennuie un petit peu avec ce genre de film. Ensuite, à quand la critique de Guillaume et les garçons à table? Ce serait intéressant de faire la critique parce que je l'ai vu. Je pense pas le faire. Je voudrais faire d'autres films avant. Par exemple, je voudrais faire La vie d'Adèle. Ensuite, une question que je n'aime pas, c'est la question des que penses-tu de tel ou tel réalisateur? Alors, je vais être extrêmement rapide, c'est très frustrant pour moi et je pense que ça sera aussi très frustrant pour toi. Donc ne posez pas ce genre de questions parce que c'est juste énervant, parce qu'on va à toute vitesse, il y aurait plein de choses à dire, mais on n'a pas envie de les dire parce que ça mettrait trop de temps, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui posent des questions et donc je peux pas rester pendant 10-15 minutes sur la même question de la même personne qui m'en a surtout posé beaucoup d'autres. Donc désolé d'être rapide. Michael Mann, c'est quelqu'un qui a, je trouve, bien fait la transition du 35 mm au numérique, parce que bien sûr ça change aussi la façon dont on fait le cinéma et dont les réalisateurs réalisent. Donc il a bien fait son changement avec Collateral et Public Enemy, que je n'ai pas aimé justement pour cette transition, mais je trouve que Collateral marchait plutôt bien. Je pense que je reprochais en fait à Public Enemy d'être un film se situant dans les années 30 et d'utiliser des caméras haute définition qui sont quand même le symbole de l'ère moderne pour le faire. Donc ça m'a un petit peu perturbé, mais autrement c'est quelqu'un de vraiment à voir. C'est quelqu'un qui à sa manière a aussi fait évoluer le cinéma d'action. Les Wachowski, je pense que tu dis ça parce qu'il y a Jupiter Ascending qui sort en ce moment. C'est des gens qui sont très brillants. Encore une fois, ce sont des gens en avance qui ne sont pas compris par les critiques. Ils sont compris par le public, mais quoique, je dis ça, mais il y en a qui ont défoncé Speed Racer alors que c'est un film supra intéressant. Ce sont des gens très bien et je leur souhaite que de la réussite. Les frères Coen, ouais, moi je suis pas trop fan des frères Coen, j'ai regardé pas mal de leurs films, mais c'est pas des films dont je me souviens facilement. Il y en a un ou deux que j'ai bien aimé, par exemple, j'ai beaucoup aimé Lady Killers, c'est bien sympa, mais bon, c'est pas mon trip.
De même que Guillermo del Toro, hein, c'est ok, c'est sympa, mais moi je voue pas un culte à ce mec. Je regarde, hein, je suis pas contre ça. Hein. C'est comme James Wan, hein, exactement la même chose. Hein. Ok, c'est sympa, mais je passe à autre chose. C'est pas des choses qui me marquent. Voilà, ce sont des grands noms, ce sont des gens quand même à suivre, mais ce sont pas des gens qui subjectivement me marquent. John Woo, bah, c'est quand même un petit peu Michael Mann, mais d'une façon plus importante, c'est quelqu'un qui a vraiment fait évoluer le cinéma d'action. C'est quelqu'un qui a fait des fresques qui sont titanesques. Je pense à Radcliffe et au film qui va sortir bientôt, là, sur, je crois, une guerre, je sais plus laquelle, mais John Woo, c'est vraiment un faiseur de grands spectacles. C'est vraiment quelqu'un de très très fort. Mais maintenant, bien sûr, tout ce cinéma, ça a bien vieilli à cause de tous ces ralentis. Ensuite, Sam Raimi, ouais, j'avais bien aimé Un plan simple. Je crois que c'était de lui, Un plan simple. Je pas aimé Le Magicien d'Oz, là. Et les Spider-Man, ils sont bien. Ils sont bien. Mais je vois, encore une fois, je ne voue pas un culte. De toute façon, ça sert à rien, parce qu'après, on est déçu dès qu'il sort un truc qui est un peu moins bien. Mais bon, encore une fois, c'est pas des réals qui me passionnent. Alexandre Aja, exactement la même chose. Film d'horreur, je suis pas film d'horreur moi, je crois que vous vous en êtes rendu compte, hein. Je fais très peu de films d'horreur sur ma chaîne, et donc moi les films d'horreur, ok c'est sympa, mais bon j'en regarde très peu, mais ça me fait ni chaud ni froid. Après je les regarde peut-être pas dans les bonnes conditions, mais c'est juste pour se faire peur et avoir des sursauts au cœur, mais ça sert à rien, ça sert juste à mourir plus vite d'une crise cardiaque dans le noir. Non mais voilà, ça sert à rien, comprenez-moi, ça sert à rien pour le spectateur. Après ça sert parce que ça dénonce des trucs, le mal il est en nous et tout ça, mais pour moi, mais ça sert à rien que j'en regarde, hein. Je préfère des films à suspense. En termes de sensations, je n'aime pas les films d'horreur, mais je préfère les films à suspense. Et encore là, je pense à tout ce qui est fait en ce moment, ce que fait John Carpenter, c'est très très intéressant. Donc il y a du suspense, hein, chez John Carpenter, c'est aussi une autre façon de créer de la peur, c'est la paranoïa de la peur. C'est-à-dire on est paranoïaque et on veut pas avoir peur chez lui. Enfin je vais pas commencer à rentrer dedans parce que sinon on n'en finit pas. Mel Gibson, alors Mel Gibson c'est vraiment quelqu'un que j'aurais pas cru, mais voilà, ça c'est un formidable acteur reconverti en réalisateur. De même que Clint Eastwood bien sûr qui maintenant fait beaucoup de films, mais Mel Gibson, oh là là. Tous ces films sont des films de fou. Braveheart, La Passion du Christ, Apocalypto, c'est vraiment 3 films qui sont très violents parce que le monde n'est pas bisounours, et encore moins dans les époques qu'il évoque, mais c'est aussi des films qui sont très très travaillés, mais vraiment très très travaillés. C'est quelqu'un qui était vraiment impliqué, et il a eu aussi bien sûr des collaborateurs très intéressants et très intéressés par ces sujets. Je parle par collaborateurs, des monteurs, des chefs-op, des compositeurs, donc c'est vraiment quelqu'un qui devait être super bien entouré, notamment pour Apocalypto. Je vous renvoie au nouvel épisode du Ciné Club de Mr Bobbin, qui est un épisode sur Apocalypto. Donc voilà mon avis, bref, hein, sur Céréales. Moi j'aime pas trop ces questions parce que ça va un peu dans tous les sens. Donc si à l'avenir on pouvait s'en dispenser, parce que moi je pourrais bien parler de chaque réal, mais c'est juste chiant parce que c'est juste que penses-tu d'eux, voilà, sans aucune direction, sans aucune question précise quoi. Donc ça c'est un peu chiant quoi. Et en plus ça fait perdre du temps aux autres qui veulent avoir les réponses à leurs questions. Bon alors j'ai été rapide, hein, j'espère que tu m'en veux pas, et si tu voulais plus de précision, bah, il fallait que les questions soient plus précises. Voilà, tout simplement. Ensuite, les critiques, notamment de presse, ont-elles encore de l'influence sur le succès commercial d'un film? Alors bien sûr les gros blockbusters, les critiques ils s'en foutent, mais par contre pour des petits films d'auteur, des tout petits films, les critiques là ça peut aider. Donc bien naturellement que les critiques peuvent encore avoir une influence sur le succès commercial d'un film. Encore une fois, si toutes les critiques, et je parle de n'importe quelle critique, hein, que ce soit sur internet, ce que font les podcasters comme les critiques de presse, si tout le monde dit que c'est de la merde, c'est difficile d'avoir un succès après ça, hein. Parce que bon, les critiques sont quand même vues par des gens, il y a une influence de la critique sur les gens, parce qu'on considère quand même que le critique c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est un petit peu spécialisé, qui a vu beaucoup de films. Les gens qui hésitent, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent pour le dépenser au cinéma, bah, ils veulent des conseils, ils veulent qu'on leur conseille un film. Et si les gens disent ah non mais nous on cautionne pas ce film, et ben la personne elle voudra peut-être pas regarder ce film. Donc le plus important c'est de dire ce que le film promet, ce qu'il y a dans le film, pour qu'après que la personne elle se dise est-ce que c'est pour moi, que plutôt dire oh mais ça c'est pas un truc que j'aime. Non mais on s'en fout. Qu'est-ce que le film présente objectivement?
C'est pour ça que dans mes critiques, j'essaie de beaucoup parler de qu'est-ce qu'est le film à proprement parler, objectivement parlant. Et je vous parle aussi de la production du film pour vous vous rendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui va vous séduire? Donc l'influence c'est la clé. Si le critique influence le public, déjà c'est un critique qui est suivi et qui a de la valeur, donc ça c'est cool, mais c'est aussi parce que c'est pas juste partager son avis le critique, hein. C'est quelqu'un qui va influencer la valeur commerciale de l'œuvre, comme tu dis, le succès commercial. Mais oui, mais clairement, s'il est suivi, il a une influence sur les gens qui hésitent, parce que ceux qui veulent voir un film, ils y vont, hein, ils s'en foutent des critiques, hein. Alors c'est plus par rapport à ça que tu te poses la question, ceux-là, ils regardent le film, point final. Après, c'est surtout pour ceux qui hésitent, ceux qui veulent d'autres avis avant de se lancer. C'est plus pour ça. Donc ceux-là sont influençables, très clairement. Ensuite, beaucoup considèrent que le cinéma mainstream n'a plus d'imagination à cause des remakes et tout ça. Ça, c'est complètement faux. On a tout dit, on a déjà tout dit en termes de récits. Maintenant, ce sont que des adaptations de ces récits, des manipulations, des changements, des remixes. Tout ce qui est science-fiction, c'est l'homme contre le système. On a toujours vu ça. Toujours. Sauf que maintenant, voilà, on a des réadaptations de ces thèmes et tout ça. Après, le remake, c'est pour surfer sur de la valeur sûre. Parce que les films sont devenus de plus en plus chers, que maintenant on a vachement peur. Faut bien les comprendre, les mecs des studios. Il y en a qui gueulent comme des veaux, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est pour un studio de faire un film qui est censé nous ramener de l'argent. Donc on préfère taper sur des gros machins à succès en espérant réitérer ce succès que d'essayer de balancer un truc complètement neuf. Parce que faut pas penser que c'est juste les jeunes. Non, ce genre de film, ils veulent taper partout, même sur les familles. C'est pour ça qu'ils sont Peggy 13. Enfin, je pense que vous vous en doutez. C'est rarement des films rated R, des films à gros spectacle. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas beaucoup. Et ils sont encore moins à réussir. Je pense à Elysium, qui a coûté très cher. Il était rated R, et le film n'a pas super fonctionné. Il a été rentabilisé, mais il n'a pas super fonctionné. Et Ridley Scott, quand il a fait Prometheus, c'était rated R. Le film a quand même bien fonctionné, mais c'était d'une part parce que c'était le nom Ridley Scott, et que c'était aussi un film qui devait faire un lien avec Alien, qui est un film qui maintenant a traversé les générations et est connu de tous. Mais faire un film rated R, c'est très très délicat. Non mais voilà, le cinéma mainstream essaie de se positionner par rapport à son spectateur, c'est très difficile. Alors bien sûr, il y en a qui n'ont pas besoin de faire dans des remakes et tout ça. Je pense à Nolan qui lui fait un petit peu ce qu'il veut, mais parce que c'est quelqu'un qui est énormément suivi. C'est rien que son nom fait venir les gens, donc lui il peut faire ce qu'il veut. Mais il y en a d'autres, des réals, des jeunes, on leur propose des scénarios, ils disent oui ou non, et s'ils arrêtent pas de refuser, ils sont évincés. Donc c'est très délicat, et c'est pour ça qu'il y a des procès qui se lancent et qui se font en 1 an et demi, 2 ans. C'est que les productions, elles doivent bien arriver à un moment, parce qu'il y a des affaires de licence, donc c'est aussi pour ça. Les mecs, ils ont des licences, ça va leur échapper, ils doivent faire un film rapidement, donc ça aussi. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça n'a pas d'imagination, c'est qu'à un moment, il y a les licences qui sont arrivées à terme, donc il faut faire quelque chose, quoi. Donc voilà, les gens qui gueulent, mais ils se rendent même pas compte de comment ça fonctionne là-bas. Et des impératifs qu'ils doivent avoir, des impératifs financiers, logistiques et politiques. En fait, les gens, ils ne veulent pas savoir comment on fait le contenu de leurs assiettes. Ils ne se contentent que de manger ce qu'on leur met dans les assiettes et après de gueuler. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ça a de l'imagination, sauf que c'est souvent les gens qui se contentent au cinéma des années 2000 qui disent d'ailleurs que ça n'a plus d'imagination. Et comme dans toutes les décennies, il y a des films exceptionnels et des films qu'on ne reverra pas de sitôt dans un style particulier. On a de magnifiques réactivations d'un certain genre ou de certains thèmes, comme ça a été le cas auparavant. Donc finalement, ce ne sont que des redites de ce qui a été fait auparavant. Et bien sûr, ce qui varie, c'est l'air du temps. Les effets spéciaux, les nouvelles technologies qui arrivent dans le monde contemporain. Dans les années 80, on n'avait pas vraiment de portable. Maintenant, le portable est parfaitement inséré dans le cinéma de fiction, dans le cinéma qui se déroule dans le milieu contemporain. Alors dire que ça n'a plus d'imagination, non, on reste dans notre évolution de notre société, l'évolution technologique pour le contenu à l'écran comme pour la façon dont on les fait. Maintenant, elle est avec les techniques, mais les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a une imagination débordante dans ces films. Mais parce que tout simplement, ce ne sont pas des choses qu'on voit à l'écran, mais c'est dans la technicité de la création du film. Maintenant, vous pensez Steadicam, mais la Steadicam, c'est terminé. Maintenant, on a des systèmes avec des fils, des trucs hallucinants. Le cinéma n'a plus d'imagination, ça n'existe pas, c'est faux. C'est complètement faux. Voilà, mais voilà, les gens, ils se contentent justement de
regardez ce qu'ils ont dans les assiettes, hein. Grand bien ou grand mal leur fasse. Ensuite, il me pose la question, que penses-tu des polémiques et du manque de recul de certaines personnes face au fonctionnement des majors? S'ils n'ont pas de recul, ce n'est pas mon problème, j'ai envie de dire, ils ne connaissent pas trop la façon dont fonctionnent les studios. En tout cas, moi, je ne critique pas d'une façon complètement dévergondée certains films, certaines suites ou certaines franchises. C'est quand même des films qui peuvent rapporter beaucoup aux studios et qui leur permettent après d'enchaîner sur des films plus intéressant. Il faut pas oublier qu'Hollywood ça coûte tellement cher qu'ils ont besoin de faire de l'argent et plutôt que de miser sur des films qui ont un potentiel risqué, eh bien ils préfèrent rester sur des franchises. Tu l'avais dit dans ta question, par exemple Fast and Furious qui est une franchise très forte d'Universal. Je comprends que les majors n'aient pas trop envie de se fouler parce que l'environnement économique est frileux en ce moment. Dire que la 20th Century Fox est la pire, ça c'est vraiment très contestable. C'est pas parce qu'ils ont fait un Die Hard qui est mauvais que c'est forcément la pire de toutes les pires. Donc je ne vois pas trop pourquoi tu t'en fais pour ces questions-là. Tu les laisses divaguer dans leur coin et puis voilà. Ensuite, tu me poses une autre question. Est-ce que les gloires des actionneurs des années 80 peuvent trouver une place dans le cinéma actuel sans pourtant jouer sur la fibre nostalgique? Non. Clairement, ils font partie d'une époque, c'est bien joli leur retour et tout ça, mais c'est un retour à moitié réussi. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même bien évolué. À l'époque, ils n'avaient pas de fond vert quand ils jouaient. Les explosions étaient de vraies explosions. Aujourd'hui, c'est une petite explosion, mais qui est doublée, triplée en post-production. Ça fait un peu has-been, quoi. Mais non, mais il faut dire ce qui est. Je pense qu'il y en a qui disent « Ah, has-been, has-been ». J'aime beaucoup les films d'action des années 80. The Expendables était un retour assez intéressant, mais ce n'est qu'un gros clin d'œil. Ça ne peut pas déboucher sur un pan de cinéma dont sa seule spécificité serait d'avoir des actionneurs des années 80. Ce sont des gens fatigués, on le voit dans leur visage. Je vous conseille de le regarder pour vous en rendre compte. La conférence de presse à Paris de The Expendables 2, on regardait leur visage, des visages creusés, fatigués. C'est vraiment des gens qui continuent à faire des films mais qui sont complètement au bout du rouleau, et dans certains de ces films on ressent vraiment qu'ils sont fatigués. Donc il faut aussi les laisser reposer en paix. Voilà. Donc voilà, c'est bien joli comme ça d'avoir des clins d'œil et tout ça, et d'avoir des gens ouais je le connais et tout ça, mais à un moment il faut laisser la main. Statham par exemple a le vent en poupe en ce moment, il fait beaucoup de films d'action. Voilà, des gens comme ça, il faut les laisser s'épanouir pour le meilleur et pour le pire, comme eux ils l'ont fait à leur époque. Bruce Willis il n'a pas fait que des super films, Schwarzenegger aussi, Stallone aussi. Donc il y a une génération qui prendra la relève, mais voilà, il faut l'attendre cette génération, il faut qu'il y ait des déclics, et nous aurons aussi des vedettes d'action, on en a toujours eu, donc il faut juste leur laisser le temps de faire leur filmographie. Y a-t-il une nostalgie exagérée pour le cinéma des années 80-90 ? Ben, faut dire que bien après le cinéma de la nouvelle vague et le cinéma moderne, qui était un cinéma quand même qui fait rupture avec le spectateur, eh bien nous avons eu le contre-coup, à mon avis, un cinéma qui veut trop plaire au spectateur, qui utilise des formes de divertissement et de eye-catching comme la publicité, les arts populaires, la bande dessinée. Et donc c'est normal qu'on ait eu après un contre-coup et qu'aujourd'hui on est très attaché aux années 80-90. Il y a eu aussi beaucoup de bons films. Une nostalgie exagérée, c'est aussi que ceux qui ont été dans ces années en parlent le plus. Donc je ne sais pas si on devrait parler de nostalgie exagérée. C'est que tu le vois un peu partout, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est exagérée. C'est juste que ceux qui ont été dans ces années-là en parlent bien plus volontiers que ceux qui ont été dans les années 2000 ou je sais pas, ou 70. Et pourtant il y a des pavés sur les années 70. C'est par rapport à ce que tu ressens, mais ça veut pas dire forcément qu'il y a vraiment l'engouement général. Après bien sûr, dès qu'on dit trilogie, Retour vers le futur, et éventuellement après le Seigneur des Anneaux, mais non, mais ça c'est juste des gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a plein de trilogies, il y a plein de bons films, mais on retombe toujours sur les mêmes, donc on a l'impression que tout vient des années 80, c'est un peu ça aussi, mais alors que c'est faux. Il y a plein de trucs intéressants un peu partout.
C'est juste les gens, ils ont la flemme en fait. Je trouve qu'ils ont vachement la flemme en ce moment. Donc voilà, c'est un avis. C'est pas très clair comme réponse, j'en suis conscient, mais c'est la mienne actuellement. Ça, c'est une fausse question. Y a-t-il une nostalgie exagérée? Ça ne veut pas dire forcément qu'il y en a une effective. Et sur quelle base on peut se fier pour dire qu'il y a une nostalgie exagérée? Est-ce que tu as fait un sondage? Je ne crois pas. Donc, je trouve que c'est une fausse question. Question suivante, les grandes têtes d'affiche du cinéma ne font plus recette. Est-ce que de nos jours, les licences ou les high concepts sont plus vendeurs que les stars de cinéma? Alors déjà, le fait que les grandes têtes d'affiche ne font plus recette, ça c'est complètement faux, puisque même si tu cites Tom Cruise, avec par exemple Oblivion qui n'a pas beaucoup rapporté, je tiens juste à te signaler que Tom Cruise a aussi fait Mission Impossible Ghost Protocol qui fut un énorme succès. Donc bon, c'est pas tellement vrai, sachant que par exemple DiCaprio est toujours un acteur qui fait venir beaucoup de gens en salle, quel que soit le projet, de même qu'il y a maintenant quand même quelques noms de réalisateurs qui font venir les gens en salle plutôt que les acteurs. On met presque le prochain, je sais pas, je vais dire un nom au hasard, vous me sentez venir, le prochain Nolan. Mais oui, c'est ça, on fait même plus la promotion de l'acteur même sur les affiches ou dans les bandes annonces. C'est le prochain Nolan, voilà, le prochain Spielberg, le prochain Tim Burton. Il n'y a pas beaucoup de réals qui peuvent se targuer de faire venir des gens en salle juste parce que c'est leur style, parce que c'est eux. Il y a Fincher aussi. Mais non, mais les acteurs, ils font encore venir des gens. Et même pour les high concept, ils font venir des stars de cinéma pour que le high concept fasse venir les gens. Je pense à Buried, qui était quand même un film assez barré, il fallait avoir les couilles de le faire, et si le mec, ils avaient pas Ryan Reynolds, qui ferait après la promotion du film, hein, qui était dans ce cercueil pendant, je crois, 1 ou 2 semaines, bah le film, il serait tombé aux oubliettes. Là, il a eu quand même une visibilité assez dingue, avec une star américaine. C'est une star, une star, façon de parler, hein. Moi j'aime pas trop ce terme star abusé, mais c'est quand même un acteur américain qui est connu, et le mettre dans un film high concept, ça lui donne une visibilité, et quel que soit le film high concept, il y a pas mal de films high concept qui ne valent rien, et qui ont été complètement dézingués. Je pense à Cowboy contre Alien, qui avait des stars, et en plus le film il s'est vautré, alors que l'idée est géniale, un mélange de genres. Si c'est pas fabuleux ça. Et si les aliens étaient arrivés au temps des cowboys? Si c'est pas du high concept ça, c'est même pas viable de dire qu'ils sont plus vendeurs. Ouais, bien sûr il y a toujours des exceptions, même pour les acteurs, même pour tout, mais dans l'ensemble c'est pas le truc qui va à chaque fois fonctionner. De même que les licences. Après, critiquement parlant, ça dépend complètement pour les licences. Mais souvent, les licences, c'est des trucs qui sont vraiment très très forts. Les gens savent à quoi ils vont être mangés. Et donc, les licences sont plus susceptibles de fidéliser un public. Par exemple, le dernier Pirates des Caraïbes, il a fait énormément d'entrées parce que les gens savaient à quoi s'attendre. Et en fait, ils ont été déçus. Mais c'est ça. Les films de Gore Verbinski ont tellement marqué la planète entière par une esthétique, par le retour fracassant du film de pirates, que le 4e volet, même s'il est complètement mauvais, il pouvait vraiment cartonner, et il a cartonné. Donc c'est vraiment, je pense, sur tout ce que tu dis là, les licences qui sont très très fortes en ce moment, qui fonctionnent très très bien. Après c'est des licences, c'est des trucs vraiment, c'est mastodonte quoi, Terminator, Batman, c'est des gros machins quand même là ce que tu me cites. Je serais moins extrémiste, encore une fois, je serais moins extrême que toi sur la question. Ensuite, quelles sont les vidéos sur lesquelles tu prends le plus de plaisir à préparer, et celles qui te rendent le plus fier? Ça c'est les analyses, faut même pas chercher plus loin, c'est sûr. Alors les critiques c'est bien sympa, mais bon, la forme, elle me frustre toujours un petit peu la forme, hein. Donc les analyses, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à les faire. Après c'est long à faire, surtout certaines, où je prends plusieurs mois, mais j'entends par là plusieurs mois, je ne fais pas tous les jours des analyses, parce que j'en vis pas, donc voilà, c'est des fois un petit peu le week-end, et après je laisse reposer une semaine, ou des fois c'est par petits bouts pendant toute une semaine, voilà, et après il y a tout un travail, quoi. Mais après, je dois dire en plus de ça qu'il y a ces petites chroniques que vous avez sur la chaîne, hein. Je vous ai fait une vidéo qui résume 10 chroniques, c'était les chroniques live de cinéma. Ça, c'est vrai que j'aimais beaucoup faire, parce que c'est un format court qui nous oblige
oblige à être synthétique et donc à accrocher vachement bien le spectateur à travers voilà, des fragments et une façon de monter qui est très très dynamique. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que ça m'a permis de penser court. Parce que les analyses, je fais voilà 20 minutes, 30 minutes, mais faire une chronique de 5 minutes pour parler d'un film, bah, c'est pas évident. Donc il faut avoir des angles d'attaque. On peut pas parler de tout dans la chronique, en tout cas c'est très très dur, donc il y a des angles d'attaque et c'est intéressant de se plier à cette contrainte et finalement cette contrainte est devenue une sorte de force. Sauf que ça prend beaucoup de temps aussi, et là je suis un petit peu limité en termes de place sur mon ordi, donc ça va un petit peu attendre, mais j'en referai avec grand plaisir. Mais généralement c'est plus les vidéos qui me demandent du montage que j'aime faire. Là, ces vidéos de FAQ ou ces vidéos de critique, ouais, c'est sympa. C'est plus sympa quand je commence à organiser toutes mes notes. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup, parce que j'organise le plan de bataille, c'est ça, le plan de bataille pour l'enregistrement par la suite. Mais même l'enregistrement lui-même, des fois, je trouve que c'est très très laborieux parce que j'arrête pas de me couper. Là, ce que vous avez, c'est une track assez fluide, où je me répète pas, où voilà, ce genre de choses, typiquement, mais j'ai ça sur toutes les tracks. Imaginez sur toutes les tracks, j'ai ce genre de choses. Et on va dire que là vous avez une vidéo de 50 minutes, mon commentaire audio ne faisait pas 50 minutes, hein. Il faisait 1h30. Sur 1h30 de commentaires, vous avez 50 minutes. Il y a beaucoup de reprises qui ont été enlevées. Il faut garder une fluidité parce que sinon, et moi je fais quand même des vidéos assez longues. Je sais pas si vous vous rendez compte. Des vidéos de 50 minutes, des vidéos de 20 minutes, 30 minutes, à l'heure où les gens sont habitués à du 10 minutes, 15 minutes grand maximum, eh bien, il faut garder une fluidité, il faut garder son spectateur en main. C'est comme la télé, hein, de le garder en face, qu'il ne zappe pas, qu'il ne supprime pas l'onglet. Donc il faut aussi garder une fluidité et ça c'est très important. Et donc il y a aussi un énorme travail sonore que j'en parle pas, un travail de modification de voix ou des trucs comme ça, mais un simple travail de coupe dans le son qui me prend le plus de temps. Quand j'arrive à bien réduire, je suis assez content. Pour revenir à ce qui me rend fier, et bien finalement c'est aussi un travail son qui est assez bien. Après bien sûr il y a toujours des défauts, il faut quand même que j'avance dans la publication des vidéos et dans mon travail, et ça c'est presque aussi frustrant que les détails qu'il faut gommer. À un moment je me dis bon, je ferai mieux la prochaine fois, et j'avance, et au fur et à mesure, et je l'ai vu, de la première vidéo d'analyse à la dernière, il y a un pas géant, un pas d'évolution mais formidable. Je sais que je continue à évoluer, donc ça c'est plus important que plutôt dérouler une formule. Ta voix est assez particulière, as-tu pensé à faire du doublage? Non, je n'ai pas pensé à faire du doublage. Il y a des acteurs qui sont là pour ça, je voudrais pas leur voler leur boulot. Je ne vois pas pourquoi j'aurais une voix particulière pour le doublage. Ouais, enfin on dit ça pour toutes les personnes qui ont une voix un petit peu spéciale, hein, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une bonne chose à faire. Mais il y a une différence entre le hobby pour se marrer et un véritable travail professionnel. Et ce travail professionnel, il est fait par des acteurs qui font du doublage, pas des doubleurs. Ce sont d'abord des acteurs, et moi je suis pas un acteur. Donc je crois que c'est assez clair à ce niveau-là. Ensuite, je voudrais savoir si tu pensais que la promotion publicitaire d'un film est le principal élément de la réussite. J'ai l'impression que ça fait un peu doublon avec ta question sur les critiques, hein. La critique fait presque la promotion déjà du film. Et quand je parle justement de conférences de presse, c'est des fois des conférences de presse et des projections de presse. Donc le critique fait déjà partie du processus de promotion du film, du processus publicitaire. Il est inclus dans les budgets de promotion du film. Après, il y a le bouche à oreille, mais c'est plutôt rare. Je me rappelle de ça, peut-être pour Bienvenue chez Ichti, mais encore ça, je me permets de dire ça, mais même pas, parce que le Danny Boone, il avait déjà toute la presse derrière lui avec ses spectacles. Il avait déjà tout le monde dans sa poche avant même de sortir le film. Donc il avait juste à dire à la presse, vous savez, je vais sortir un film et tout ça, ça va être cool. Et la presse, elle dit, ouais, mais c'est Danny Boone, on adore ses spectacles, on va adorer le film, point final. Et voilà, et ça s'arrêtait là. Après, bien sûr, le film en lui-même, après, ce sont des paramètres à l'intérieur du film. Je pense que tu veux parler d'éléments qui sont extérieurs au film. Pour le cinéma français aussi, on a ça. On a l'affiche, voilà, on a les acteurs qui viennent faire les tournées des chaînes, très clairement, pour parler du film. C'est aussi un élément de marketing et de promotion publicitaire. Ça dépend des films, en fait, qui ont de l'argent pour en faire de la promotion.
tout simplement. Voilà, j'ai répondu à toutes tes questions. J'espère que tu n'es pas trop déçu des réponses. C'est vrai que pour pas mal de questions, j'ai l'air complètement blasé. Mais c'est en fait que je réponds à tes questions le soir et je suis très fatigué. Non, mais bon, en même temps, bon, voilà, ça me fait plaisir de parler de cinéma. Mais bon, il y a des questions, c'était pas très folichon. J'ai l'impression que tu te répétais un petit peu. Mais, non, mais en tout cas, je te remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Voilà, cette première partie de FAQ est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les personnes à qui j'aurai répondu dans cette partie seront contents du contenu, des réponses à leurs questions. N'hésitez pas encore à en envoyer parce que c'est pas terminé. Moi, je ne clôt pas les FAQ avant au moins, on va dire 3-4 parties, voire même plus. Ça dépend vraiment de votre capacité à me poser des questions. Donc voilà, faites attention à bien formuler vos questions. Souvent pour mes FAQ, il y a beaucoup de gens qui posent des questions quand il y a vraiment la première partie qui arrive. Donc je laisse encore bien sûr la porte ouverte, n'hésitez pas. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine partie. Allez, salut!